En tout cas, on est très heureux d'être aujourd'hui parmi vous, de pouvoir venir vous présenter ce que fait Cisco pour le monde de l'éducation. Donc c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif pour l'heure qui arrive. Je vous présente Bruno Caille, qui est le CTO France et qui s'occupe de toutes les technologies que l'on met en place aujourd'hui en France pour Cisco, qui a la chance d'être parmi nous aujourd'hui, qui nous fait cette chance surtout d'être avec nous, puisqu'il a la chance, mais il nous fait cette chance aussi. Voilà, donc l'objectif, comme je vous le disais, il va être très clair. C'est pour ma part, en tout cas, je suis leader sur les enjeux de l'éducation, donc je fais le lien entre le monde de l'éducation et Cisco. Et notre objectif, par notre présence au sein d'Educatech, mais cette présence aussi cet après-midi, c'est qu'on arrive à vous partager comment on accompagne le monde de l'éducation à rendre un enseignement plus inclusif et résilient. Et je te laisse la parole, Bruno, pour introduire ce sujet. Merci beaucoup, Paul Lou. Alors, on voulait déjà revenir sur notre compréhension des grands enjeux de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de cohésion au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement. Contribution pour la cohésion au niveau de l'apprentissage. On le sait, l'apprentissage n'est pas le même pour tout le monde en France aujourd'hui. Et l'objectif, c'est pouvoir lui garantir une égalité des chances, pouvoir développer les compétences. On le voit de plus en plus avec des classements comme PISA que la France prend du retard. Il faut avoir une meilleure reconnaissance au niveau international. Il faut avoir une meilleure reconnaissance dans les classements, mais aussi une meilleure reconnaissance dans les diplômes. Ça, on voit la contribution qui est de plus en plus positive. On veut aussi favoriser la recherche. On pense que c'est un des enjeux qui est capital. La recherche, c'est ce qui va nous permettre de passer les grandes crises de demain. Certaines crises sont déjà en place aujourd'hui. On l'a vu, des crises sanitaires, des crises climatiques, des crises qu'on pourra avoir, des challenges technologiques importants. Et puis, on est convaincu qu'il faut améliorer aussi les conditions de travail de l'ensemble du personnel, que ce soit au niveau de l'éducation nationale que de l'enseignement supérieur. Et quand on dit améliorer les conditions de travail, on voit aujourd'hui, nous, industriels, qu'il y a un écart important entre les conditions de travail justement dans la fonction publique et ce qu'on peut voir en entreprise, avec des modèles qui sont peut-être plus ouverts, de type travail hybride, avec des modèles qui sont peut-être plus aboutis sur la capacité à former les gens en permanence, à les adapter par rapport aux évolutions de notre société. Voilà. Donc nous, c'est notre compréhension des grands enjeux de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Après, comme tous les acteurs du numérique, il est important de repartager quelle est notre vision et les enjeux de la transformation numérique. Parce que souvent on en parle, ça paraît être un gros mot dans le sens où c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Mais pour nous, la transformation numérique, ça va être un enjeu de simplification des applications. On le voit bien, les applications sont devenues omniprésentes. Les smartphones, les tablettes, les ordinateurs sont devenus des outils du quotidien. Mais pour autant, si on veut faciliter des nouvelles façons d'apprendre, si on veut faciliter des nouvelles façons d'enseigner, de partager l'information, il faut que les applications puissent être déployées extrêmement facilement. Deuxième enjeu, c'est un enjeu qui peut paraître simple, mais un enjeu de connectivité. Et on reviendra dessus, mais on voit bien que sur le plan national, tout le monde n'a pas le même niveau d'accès à Internet. Tout le monde ne peut pas connecter sa tablette, son ordinateur, son smartphone quand il est sur son lieu de travail. Et on voit que donc le fameux Wi-Fi n'est pas une denrée qui est communément répandue et qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans des modes déconnectés et donc qui n'ont pas accès à l'information ou qui n'ont pas accès à des outils qui vont leur permettre d'être plus performants. Troisième enjeu dans la transformation numérique, c'est la protection des données. On est, nous, acteurs du B2B, on est vraiment convaincus que la valeur des données, pour nous, c'est celle de la protéger, puisqu'on ne fait pas le commerce de la donnée de nos clients. Au contraire, on va essayer de protéger cette donnée sur l'ensemble de la chaîne. Et quand je dis l'ensemble de la chaîne,
c'est que la donnée, elle va circuler d'une application vers un utilisateur ou vers des capteurs. Et donc sur tout son chemin, sur tout le voyage de la donnée, il faut qu'on puisse la protéger pour garantir que cette donnée ne va pas être écoutée, volée, corrompue, changée ou détruite. Cette donnée, elle a une importance capitale. Si demain on change les notes du bac à distance ou si on vole la base de données du bac, il peut y avoir des répercussions extrêmement importantes. Donc l'enjeu de sécurité de la donnée, elle est capitale pour nous. Et puis on reviendra dessus, mais ce n'est pas simplement la donnée qui appartient à l'éducation nationale ou à l'enseignement supérieur, c'est aussi protéger les élèves contre des cybermenaces. C'est leur permettre d'avoir une navigation qui va être le plus fluide possible, qui va être le plus sécurisée possible. Puis le dernier enjeu dans la transformation numérique, c'est un enjeu de performance applicative. Et là, vous l'avez tous, je pense, expérimenté, c'est qu'une application qui ne marche pas, c'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement énervant. Et en règle générale, c'est une application que vous allez vite délaisser. Et donc l'enjeu, c'est comment garantir que ces applications, elles vont être extrêmement performantes pour l'ensemble des utilisateurs, qui soient sur des sites ou qui soient en train de travailler depuis des lieux qui peuvent être divers. Exactement, et pour illustrer un petit peu ce que tu évoques, Bruno, moi je suis assez impressionné, ça fait maintenant 2 jours qu'on est parmi vous. On découvre énormément de choses autour des déploiements d'applications qui sont mis en place pour la pédagogie. Moi qui suis moi-même dyslexique et je le suis depuis que je suis petit, je rencontrais tout à l'heure une société qui met en place des applications pour aider des dyslexiques à savoir mieux lire dès le départ, à savoir mieux compter, à être extrêmement accompagnés. Et c'est le numérique qui porte, en tout cas, ces applications-là, qui portent énormément de valeur. Et moi, ça m'a personnellement pas mal touché. Je me suis dit, tiens, on met vraiment dans le monde de l'éducation des nouvelles applications qui permettent l'égalité des chances de tous d'apprendre avec les difficultés de départ qu'on peut avoir. Et là, l'enjeu que tu évoquais, Bruno, c'est justement de se dire, bah, ces applications, elles apportent une valeur considérable pour les jeunes, que ce soit du CP jusqu'à la recherche, comme tu l'évoquais, donc jusqu'à des acteurs plus adultes. Mais finalement, c'est intéressant de voir que cette application, elle fait le lien entre les gens qui cherchent à être éduqués et ceux qui leur portent une pédagogie. Et je pense que c'est un enjeu qui est aujourd'hui extrêmement pointu, extrêmement fort, ces applications qui sont là. Et l'idée et notre enjeu, ce qu'on va essayer de développer derrière, c'est de voir comment on fait en sorte que ces très belles solutions qui sont mises en place, solutions, applications, enfin, des choses qui sont déployées, comment derrière on leur donne l'accès. Et je pense que c'est là-dessus que tu veux nous partager un petit peu ces enjeux de connectivité, de sécurité, pour aller un petit peu plus loin. Effectivement. Alors, on a une vision qui est assez large pour accompagner justement l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Et on a essayé pour vous aujourd'hui de simplifier et d'utiliser des mots qui sont des mots plutôt simples de tous les jours. Mais on voit bien qu'il y a un énorme enjeu qui est un enjeu de connectivité. Comment apporter le réseau de manière extrêmement simple dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, dans les grands campus. Et on le sait aujourd'hui que le réseau, il n'est pas forcément disponible. Il n'est pas forcément disponible pour différentes raisons, et je reviendrai dessus. Mais il y a un vrai enjeu de comment s'assurer que Internet, tout le monde y a accès pour pouvoir utiliser ces applications. Deuxième enjeu, et on en a parlé, je vais revenir, c'est cet enjeu de sécurité. Et la sécurité, pour nous, elle est capitale. C'est comment vous garantir qu'un professeur, un enseignant, un élève, un étudiant, quand il va naviguer sur Internet, il soit protégé. Il soit protégé pour ne pas avoir ce fameux phishing, qui est le fait de l'orienter vers des sites web qui sont malicieux, sur lesquels on va l'escroquer à travers soit des paiements, soit récupérer des données d'information qui vont permettre de se connecter à des comptes qui sont des comptes importants pour lui. C'est comment on va permettre de contrôler l'identité pour des accès à des applications qui sont critiques. Des applications sur lesquelles on va partager le
le cahier du jour, on va partager les notes des élèves. Ce sont des données qui sont extrêmement importantes, confidentielles et qui ne doivent pas être ni volées, ni corrompues, donc pour le faire simple, ni transformées. Le troisième point, qui est là plutôt technique, et je ne développerai pas tout à l'heure, mais qui est comment accompagner la mise à disposition de très grosses capacités de calcul, notamment autour de la recherche. Comment s'assurer que dans des environnements de recherche, on va pouvoir avoir des capacités pour faire de l'intelligence artificielle, pour faire du machine learning, pour aller beaucoup plus loin dans l'analyse des données, des échantillonnages, ou faire des modèles très importants. Et de manière extrêmement simple, de manière le moins énergivore, puisqu'on a un enjeu de sustainabilité, de durabilité en français, qui devient très important, d'économie d'énergie, et ça, on est tous au courant sur les notes qui augmentent. Quatrième enjeu, c'est améliorer les conditions de travail. On est convaincu que ce qu'on voit aujourd'hui dans le milieu professionnel des grandes entreprises, les nouvelles façons de travailler, les nouveaux outils qui sont partagés, doivent aussi bénéficier au plus grand nombre et à l'environnement autour de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche. Ces outils, c'est des outils qui vont permettre de mieux communiquer, de mieux collaborer, de mieux partager les documents, tout en étant dans des environnements extrêmement simples à utiliser, avec une recherche d'une expérience utilisateur qui soit optimum, et des environnements évidemment sécurisés, puisque, comme je vous le disais, on est dans un environnement extrêmement professionnel. Puis le dernier point, c'est comment repenser l'apprentissage, et l'apprentissage dans les deux sens. Comment enseigner à distance. On l'a vu, cette crise sanitaire nous a fait nous poser des questions. Comment mettre des outils, mais comment mettre des outils plus robustes, comment mettre des outils qui sont plus accessibles, mais aussi comment s'assurer que le corps enseignant puisse avoir les moyens de se former en permanence, puisse avoir les moyens d'échanger, puisse avoir de l'interaction beaucoup plus forte entre eux. Je pense qu'aujourd'hui, quand je discute dans mon entourage, quand je discute avec les enseignants de mes enfants, je le vois bien, le partage n'est pas encore optimum. C'est des choses qui sont très largement déployées en entreprise et qui ont encore du mal à venir dans ces environnements-là. Donc on le voit, nous, notre enjeu, c'est d'accompagner de manière assez large. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'inclusion, parce qu'on veut que ça bénéficie au plus grand nombre. On pense qu'il n'y a pas des petits ou des grands enseignants ou professeurs, il n'y a pas des petits ou des grands élèves. Tout le monde doit pouvoir avoir le même accès, que ce soit au réseau, que ce soit aux outils pédagogiques, aux outils d'enseignement, aux outils d'apprentissage. Alors, quand on parle de la connectivité dans les écoles et campus, on voit bien que on a un grand nombre de départements qui ont apporté des tablettes, des PC au niveau des élèves du collège, du lycée, pour qu'ils puissent travailler. Mais quand ils sont à l'école, quand ils sont au collège, finalement, il n'y a pas de connexion Internet. Pourquoi ? Parce que c'est des budgets en plus. C'est des budgets qui n'ont pas été forcément pensés au départ. Et puis surtout, il y a un enjeu de technologie où aujourd'hui, les technologies ne leur paraissent pas forcément suffisamment simples et fluides à mettre en place. Et puis se pose après la question de la sécurité, et j'en parlerai après, mais il y a aussi cet enjeu de si je donne un accès à Internet, comment je vais garantir que cet accès ne va pas être une porte vers des attaques, vers une cybermenace, vers la propagation de contenus qui ne seraient pas du tout adaptés par rapport à l'environnement. Donc côté Cisco, nous on a beaucoup travaillé pour avoir des solutions qui sont extrêmement simples à déployer. Et quand je dis simple à déployer, c'est des boîtiers que vous recevez. Il suffit de les connecter sur un plan électrique. Et puis ces boîtiers, qui sont des boîtiers qui vont apporter le Wi-Fi, vont s'auto-configurer. Et les équipes en centrale, elles, vont avoir un dashboard, une vue qui va leur permettre de configurer de manière extrêmement simple des milliers d'antennes Wi-Fi. Et ça, c'est un enjeu qui est très important pour nous, c'est finalement de se dire
on va pouvoir que l'établissement soit un établissement important qui peut avoir des budgets pour avoir des gens qualifiés qui viennent, ou des établissements où il y a beaucoup moins de budget, donc moins de possibilités d'avoir des gens qualifiés. Finalement, non. Le déploiement de ces installations-là est extrêmement simple pour que ça profite au plus grand nombre. Et ça va être piloté en centrale pour être sûr que les compétences soient centralisées et donc puissent couvrir des grands enjeux. Voilà. À titre de comparaison, on a, côté Cisco, signé un partenariat très fort avec Paris 2024 et on va équiper plus d'une centaine de points d'entraînement ou de stades de compétition pour Paris 2024, notamment sur cet enjeu de Wi-Fi. Donc vous imaginez bien que là, Paris 2024, Jeux Olympiques, c'est 2 fois 15 jours qui vont être extrêmement intensifs en termes de connectivité. C'est 2 fois 15 jours sur lesquels on va devoir raccorder de manière très simple beaucoup de gens avec une très haute qualité et en plus sécurisé, puisque les Jeux Olympiques, on est aussi partenaire sur la partie cybersécurité. C'est l'un des enjeux, l'un des moments où la cybermenace va être la plus forte. On estime à plusieurs milliers d'événements de cybersécurité par seconde qu'on va avoir à gérer en 2024. Donc on est convaincu que cet enjeu d'accessibilité, c'est pour les enseignants, pour les élèves, un enjeu de droit d'accès à Internet qui doit être le même partout. Et qui doit être simple. Et j'ai envie de dire, c'est un peu là où on apporte l'égalité des chances aussi dans l'apprentissage. C'est l'objectif, comme tu l'as très bien dit, c'est d'avoir cet accès à Internet pour tous. C'est l'objectif, c'est ce qu'on se fixe. Pour 2 raisons. La première que j'évoquais tout à l'heure, c'est les services pédagogiques qui sont mis en place par le monde éducatif, qui n'arrivent pas à vivre si on n'apporte pas, en tout cas qui n'arrivent pas à vivre et qui n'apportent pas surtout leurs valeurs si on n'apporte pas de connectivité, et donc permettre à ces applications d'être utilisées par les enseignants. Et puis il y a un deuxième point que je n'oublie pas quand même, surtout quand on est peut-être un peu plus jeune, puisqu'on est né avec un téléphone dans les mains, on est né avec l'accès à Internet, et on apprend beaucoup grâce à Internet. Et aujourd'hui, je pense qu'aussi il y a un enjeu là-dessus pour les collégiens, pour les lycéens, d'être toujours dans une volonté. Alors après, il faut le sécuriser, il faut faire attention, parce que quand on surfe sur Internet, on peut avoir quelques difficultés. Enfin, on peut avoir quelques failles de sécurité qui viennent par la suite, mais surtout, on a cet accès Internet qui est crucial pour pouvoir aussi approfondir notre apprentissage. Moi, je suis le premier, dès qu'il y a un sujet que je ne comprends pas, parce que je ne suis pas technique comme toi, mais c'est d'attraper mon téléphone et de comprendre mieux les enjeux. Et je pense que c'est ça aussi que Cisco, et ce qu'on essaie de porter dans les écoles, dans les campus, dans les collèges, c'est cet accès qui est extrêmement vital et important. Et j'appuierai peut-être un petit point sur ce que tu disais aussi, que je trouvais super intéressant sur la gouvernance de ce réseau. Alors c'est difficile de savoir quelles sont vos responsabilités dans la salle, puisque c'est difficile pour nous je n'ai pas encore une vue très, très fine pour réussir à avoir vos badges, mais il y a un enjeu qui remonte beaucoup aussi, c'est le monde de l'éducatif, que ce soit pour le primaire, pour le secondaire ou pour la partie lycéenne. Finalement, à l'échelle d'un département, d'une région, d'une agglomération, tout de suite, le nombre de sites et le nombre d'accès qu'on donne à Internet est démultiplié. On ne parle pas d'infrastructure réseau sur lequel on a 5 bornes Wi-Fi. En tout cas, ça, c'est peut-être pour une école, mais en l'occurrence, souvent, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc, j'appuierai ce point sur lequel Cisco met beaucoup de volonté et investit beaucoup pour apporter des dashboards qui permettent aux équipes de gouverner leurs infrastructures de manière centralisée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait que dans vos environnements, dans vos enjeux, vous n'avez pas des ressources illimitées, exactement, merci. Vous avez des ressources même très restreintes, qui le sont de plus en plus. Et donc vous avez besoin que cette ressource, elle sache, par contre, à vision d'un territoire, qui est d'une agglomération, d'un département, d'une région, pouvoir gouverner l'intégralité des accès Internet. Et ça, je pense, c'est un point important. C'est un point sur lequel on échange beaucoup. Parce que ça vous permet des choses anodines, hein, mais de se dire demain, vous avez un enseignant qui vous dit je ne suis pas capable de mettre en place mon cours parce que ma borne Wi-Fi dans ma classe ne fonctionne plus. L'objectif, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui est potentiellement à 200 km, puisque les territoires sont de plus en plus grands, et qui sait vous dire très rapidement pourquoi
quel est l'incident, comment on peut y remédier et potentiellement à distance y remédier. Et ça, c'est un avantage, je pense, qui est vraiment fort pour garantir cet accès. Oui, tout à fait. C'est l'enjeu de capacité de gestion de tous ces équipements à distance est capital. L'autre point, quand on parlait de connectivité, c'est... alors on parle de campus intelligent, mais c'est le fait qu'on ait de plus en plus des sensors qui vont être présents sur les sites. Des sensors de tout type, hein, que ce soit pour l'ouverture des portes, que ce soit la détection des fumées, que ce soit la qualité de l'air, la température, que ce soit des équipements de vidéosurveillance, que ce soit demain des équipements qui vont permettre de mieux gérer le recyclage et ainsi de suite. On le voit bien que tous ces nouveaux capteurs vont venir aussi, doivent être alimentés en termes de réseau et doivent être sécurisés, puisque ça va ouvrir des portes qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Alors la bonne nouvelle côté Cisco, c'est que de plus en plus, dans nos bornes Wi-Fi, on intègre déjà des capteurs pour avoir justement ces capteurs gérés en centrale sur le fameux dashboard, mais donc sur le portail Cisco, des capteurs d'humidité, des capteurs de qualité d'air, de CO2, pour qu'on puisse déterminer la température et pouvoir peut-être contrôler aussi demain la température dans les bâtiments afin de les corréler avec la partie énergétique et faire des économies. Une fois que les élèves ne sont plus présents, hop, eh ben, on peut baisser complètement le chauffage pour faire des économies. Donc rentrer dans, c'est pour ça qu'on parlait de campus intelligent, hein, mais rentrer dans des démarches où on va automatiser un certain nombre de tâches, même gestion de la lumière. On peut aujourd'hui avoir de la lumière qui est totalement pilotée à distance pour pouvoir faire des économies d'énergie. Et donc se dire, on va détecter s'il y a des gens sur site, s'il n'y a personne, eh ben, on va éteindre le chauffage, on va éteindre la partie électrique pour faire des économies. Donc tout ça, c'est des choses qu'on sait extrêmement bien faire, qu'on implémente de plus en plus dans le secteur des entreprises et qui permettent des économies substantielles. Hein. Quand on parle d'économies substantielles, on est sur de l'ordre des économies de 20% sur la partie électrique à 30 à 40% sur la partie énergétique, en ayant ces contrôles automatisés en fonction de la présence des gens et non plus des programmations, c'est le week-end, c'est le soir et ainsi de suite. Donc des choses beaucoup plus fines qui permettent de s'adapter. Mais du coup, je ferai deux remarques à ça. En effet, c'est un grand sujet d'actualité, c'est de savoir comment on s'assure de pouvoir réduire notre impact, bien sûr, écologique, mais aussi derrière, c'est la facture qui peut être en ce moment très compliquée. Et ça me permet de sauter quand même sur le sujet que tu voulais évoquer après, c'est la sécurité. C'est qu'en fait, on met en place du coup de plus en plus de sujets qu'on appelle IoT, d'outils connectés. Donc du coup, voilà, comment on fait demain pour sécuriser ces environnements, puisque là, on va parler un petit peu de sécuriser, bien sûr, l'utilisateur. Mais en fait, l'utilisateur, c'est pas forcément quelqu'un de physique. Ça peut être aussi un objet, comme on le disait là. Et donc, voilà, disons un peu plus là-dessus sur cette sécurité des données. L'enjeu de sécurité des données, c'est un enjeu qui est capital. Hein. Côté Cisco, on a 80% du trafic Internet qui est véhiculé sur des équipements Cisco. Donc, on a une bonne compréhension de qu'est-ce que c'est beaucoup de trafic et comment le sécuriser. Alors, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a la protection des utilisateurs. Je vais naviguer sur Internet. Comment m'assurer que je ne vais pas aller sur des sites qui sont des sites malveillants. On a tous reçu des SMS, des emails qui vous disent votre compte Netflix, votre compte je ne sais pas quoi est désactivé. Cliquez sur le lien suivant pour pouvoir le remettre à jour. Vous avez un colis. Tout ça, c'est des menaces qui sont extrêmement présentes et qui vous renvoient vers des sites malicieux qui vont vous prendre vos données bancaires ou prendre des informations pour pouvoir se connecter sur vos comptes et demain faire des manipulations financières frauduleuses. Côté Cisco, aujourd'hui, on va contrôler de manière extrêmement fine toutes les requêtes qui vont passer par nos gros centres de données.
pour pouvoir garantir que la menace, on va l'éliminer. On va pouvoir aussi, dans des environnements comme la partie scolaire, taguer des sites où on a toute une liste de sites pornographiques, par exemple, et on peut, de manière très simple, en appuyant sur un seul bouton, dire « je ne veux plus que les accès pornographiques soient accessibles en termes de navigation Internet », et tous les gens qui vont passer par nos bandes Wi-Fi, à ce moment-là, vont être coupés s'ils veulent accéder à un site pornographique. Donc on a ce qu'on appelle des catégories. Des catégories blanches, ça va être un site comme Le Monde, où on sait qu'il n'y aura pas d'informations malveillantes pour les enfants. Et puis des sites pornographiques, on va pouvoir les catégoriser. Ils sont déjà catégorisés chez nous et on va pouvoir activer ce filtre pour que finalement les enseignants, les élèves, le scolaire puissent être protégés lorsqu'ils naviguent. Mais surtout, au-delà de ça, en effet, c'est protégé, mais là, je me mets à la place un peu des parents aussi. C'est un stress qu'il faut avouer. Tu parlais, toi, en tant que père, de dire qu'aujourd'hui, on met de plus en plus d'objets connectés dans les mains de nos enfants. Et donc, c'est un stress qui vient pour les parents de se dire, mais qu'est-ce que fait finalement mon jeune une fois qu'il n'est plus à l'école, qu'il a sa tablette dans les mains. Et donc, l'idée aussi là-dessus, c'est de pouvoir essayer aussi de vous accompagner en tant qu'enseignant, de pouvoir essayer de continuer cette pédagogie au travers du numérique, donc au travers d'outils comme des tablettes, des ordinateurs, comme on le disait, et de pouvoir dédramatiser autour de ce que peut faire le jeune avec cet équipement. Et l'idée, en effet, comme tu disais, de mettre des règles de filtrage sur lesquelles tu peux éviter qu'il aille sur des sites qui ne sont pas de son âge, qui sont des sites frauduleux. Ça, c'est un point extrêmement important. Et puis derrière, aussi un autre sujet qui est autour de la donnée. On dit sécuriser des données. On sait que dans chaque famille, il y a des données quand même sensibles, des données personnelles. Et finalement, cet équipement, quand il revient à la maison, puisque souvent c'est des équipements de prêt, l'objectif aussi est de faire en sorte que cet équipement ne vienne pas endommager ou en tout cas apporter une vulnérabilité dans le foyer familial et pouvoir permettre finalement aussi de dire aux parents soyez d'une certaine manière tranquilles, vos données personnelles ne seront pas hackées, ne seront pas attrapées, et ça c'est un point important parce qu'on sait tous en plus, je vais peut-être mettre les deux pieds dans le plat, mais qu'on sait tous qu'on va être attaqué un jour, on ne sait pas comment ni quand, et surtout on est tous une cible parce qu'on peut être une cible pour atteindre quelqu'un d'autre. Et ça c'est un sujet en cyber qui est extrêmement important. Et donc du coup, c'est aussi un sujet qui fait peur potentiellement à la mère de famille, au père de famille, de se dire finalement mon enfant va permettre à un cyberattaquant de m'atteindre. Et donc du coup, ça je pense que c'est un point aussi extrêmement important sur la sécurisation des terminaux. Effectivement, la sécurisation des terminaux, elle est capitale puisque on est dans un environnement où les terminaux ne sont pas gérés de manière centralisée. Donc il faut pouvoir s'assurer que quand ils vont se connecter sur le réseau, on va regarder si ils sont à jour et demander au propriétaire du terminal de le mettre à jour pour avoir finalement une menace, une protection contre la menace réduite. On parlait aussi des emails. On voit que les emails, c'est un des endroits où on a le plus de menaces qui arrivent. Et donc, on a des solutions pour sécuriser les emails des enseignants. Et puis, on parlait des objets connectés. Voilà, on a des solutions qui vont permettre finalement de cartographier sur le réseau l'ensemble des objets connectés pour s'assurer qu'on a la bonne visibilité. Est-ce qu'on sait quels sont les objets qui sont connectés et pouvoir, de manière extrêmement simple, les mettre en quarantaine s'ils ont des comportements anormaux. Voilà. Quand je dis des comportements anormaux, si vous avez une chaudière qui est connectée, normalement la chaudière elle a une activité qui va envoyer quelques informations de temps en temps. Si elle commence à envoyer beaucoup d'informations, c'est un comportement totalement anormal. Donc peut-être qu'elle vient de subir une attaque et elle va populer une information qui est absolument pas bonne. Et donc on va pouvoir de manière très simple l'isoler, la mettre en quarantaine avant de déterminer si ces informations sont vraiment une attaque ou si c'est juste un bug qui fait qu'elle génère beaucoup plus de trafic que nécessaire.
Donc sur cette partie objets connectés, on le voit, il y a des solutions assez différentes, mais qui sont très complémentaires. Parce qu'on le sait, c'est un des moyens de plus en plus qui est utilisé pour mener des attaques. Il y a une attaque qui est très très connue sur les objets connectés, qui est le gouvernement américain et israélien qui ont mis des verres, c'était il y a une dizaine d'années, pour bloquer le programme d'enrichissement de l'uranium en Iran. Ils avaient réussi à infecter 80% des ordinateurs et des clés USB en Iran pour pouvoir, au moment où ils seraient connectés sur les outils qui permettent des centrifugeuses qui permettent de purifier l'uranium, changer la rotation pour casser les machines et donc désactiver le programme. Voilà, donc on le voit, ce n'est pas des données qui sont nouvelles, mais c'est finalement plus on va connecter d'objets et plus on va avoir des menaces. Et il faut savoir se protéger contre ce type de menaces. Exactement, et je pense, donc là on voit clairement comment sécuriser un utilisateur, je pense que c'est un point extrêmement important. Et ce que j'aimais bien, et je voulais revenir un peu sur la partie mail, c'est aussi de sensibiliser les utilisateurs. Aujourd'hui, on sait que, si je ne me trompe pas dans mes chiffres, on a à peu près 80% des attaques qui viennent par le mail. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que bien sûr, on a des outils pour protéger, mais on a aussi des outils pour sensibiliser. Et quand je dis sensibiliser, c'est-à-dire lancer une campagne de phishing en tant que responsable informatique. Vous vous dites, tiens, je vais essayer de voir si ma population, comment elle réagit en fait à un mail frauduleux potentiel. Souvent le constat tentant peut être un peu dur parce qu'on se rend compte que finalement tout le monde a cliqué sur le mauvais lien et si c'était une vraie attaque, on aurait eu des difficultés. Et derrière, ce que je trouve intéressant, c'est aussi du coup cette accélération qu'on met en place pour essayer aussi dans ces campagnes de phishing, derrière de aussi avoir notre rôle d'éduquer, si je peux prendre le sujet puisqu'on est à Educatech, et d'éduquer aussi les gens à cette malveillance et leur faire changer leur réflexe face justement à des potentielles fraudes qui viennent par les mails. Je pense que ça, c'est un point aussi sur lequel je sais que les enseignants travaillent beaucoup en tant qu'administration, mais aussi essaient de porter les bons réflexes aux jeunes et aux étudiants. Alors ça, c'est un des points qui va devenir de plus en plus critique, c'est comment éduquer les gens face à la cybermenace. Ça devrait... On le voit de plus en plus, on a pour les jeunes des enseignements autour de la protection sur comment utiliser les réseaux sociaux, quelles peuvent être les dérives. Je pense que de plus en plus, on devrait avoir justement des programmes éducatifs pour comment protéger, informer et finalement gagner en maturité par rapport aux différentes cyberattaques, et ce, dès le plus jeune âge. Parce qu'on le voit, on est tous un vecteur finalement possible de cyberattaque. Et effectivement, de plus en plus, on a des campagnes qu'on peut mettre en place pour justement tester les collaborateurs, tester les enseignants, pour savoir s'ils réagissent bien face à ces fameuses cyberattaques. Oui. Et puis ce qui est intéressant, c'est que tu as la partie test, et l'idée derrière, c'est une fois qu'on a vu qu'on était bon ou mauvais, c'est pas un fait. Je pense qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Le tout, c'est de savoir où est-ce qu'on en est. Et ce qui est intéressant, c'est derrière, on y reviendra dans notre présentation, mais justement, qu'est-ce qui peut être mis en place pour apporter cette éducation que j'évoquais tout à l'heure et apprendre et prendre les bons réflexes par la suite pour essayer de s'améliorer et être de plus en plus fort face aux attaques, puisque comme je disais tout à l'heure, malheureusement, on sait tous qu'on est une cible. Ce qu'on ne sait juste pas, c'est quand est-ce que ça va nous attendre. L'autre point sur lequel on voulait revenir, c'est tout ce qui est contrôle d'identité et d'accès. Ce qui a beaucoup évolué dans le temps, c'est qu'avant, une fois que j'avais accès au réseau, j'avais accès aux applications. Bon, maintenant, je peux me connecter d'un peu partout. Mes applications, elles sont un peu partout, dans le sens où elles ne sont plus forcément dans des centres de données qui sont complètement sous la mainmise des équipes d'IT. Donc, comment garantir que je vais bien protéger l'accès à ces applications-là ? Et donc là, il y a toute une stratégie qu'on peut mettre en place, qui est une stratégie dite de zero trust. Je n'ai plus confiance. Voilà, la confiance par défaut n'existe plus. Et donc, on va établir la confiance à chaque fois qu'une personne va vouloir se connecter à une application sensible pour garantir que finalement l'identité de la personne est la bonne.
Donc de plus en plus, on recourt à des environnements de type soit double authentification, soit justement sans mot de passe, pour s'assurer qu'on ne va pas avoir le même mot de passe sur tous les sites, pour s'assurer qu'on ne va pas perdre les mots de passe, parce que quand on a trop de mots de passe à retenir, on les oublie. Et donc pour avoir un parcours fluide, mais s'assurer que la personne qui se connecte est la bonne. Et on va établir la confiance aussi en regardant si l'équipement qui se connecte est un équipement sain. Est-ce que les mises à jour sont en place? Est-ce que le firewall est activé? Est-ce que l'antivirus est activé? Et ainsi de suite. Et ça, c'est des tendances qui sont profondes parce que ça change vraiment la façon finalement de se connecter aux applications. Et ça va apporter beaucoup de sécurité, notamment, et de confort pour les équipes IT dans la gestion. Donc, cette contrôle de l'identité et de l'accès qui va permettre notamment d'avoir un profil par utilisateur et à ce profil-là associer des droits différents d'accès au réseau ou d'accès aux applications, puisque on peut être assez transparent. L'objectif dans la sécurisation de la donnée, finalement, ça va être de mettre le plus de barrières pour retarder ou pour bloquer les menaces. Et quand on dit le plus de barrières, c'est finalement faire beaucoup de compartiments pour que si vous êtes attaqué, les hackers volent très très peu de données ou ne corrompent très très peu de données. Voilà. Donc c'est une stratégie où on va donner un tout petit bout d'accès et puis si vous voulez un peu plus, eh ben, il faut voir avec vos administrateurs pour avoir un peu plus d'accès, mais surtout pas comme on a pu le connaître avant où une fois que j'avais accès au réseau, c'était open bar, pour parler comme les jeunes. Exactement, c'est ça. On voulait aussi échanger avec vous sur l'apprentissage actif. On voit bien que dans cette volonté d'être inclusif, il faut qu'on puisse donner l'accès à l'apprentissage au plus grand nombre. Aujourd'hui, et suite à la pandémie, on le voit bien, on a parfois un taux d'absentéisme à certaines périodes de l'année qui est assez important pour les élèves, lié à la grippe, lié à la gastro, lié à toutes les maladies ou tous les virus qui passent, qui a un vrai désavantage pour certains. Un vrai désavantage parce que certains vont avoir beaucoup plus de jours d'absence que d'autres et quand ils ratent les cours, ils ont du mal à rattraper, ils ont du mal à se mettre au même niveau que les autres. Donc on pense qu'on peut réaménager les espaces d'apprentissage pour pouvoir justement les ouvrir et aller vers des environnements de type hybride, c'est-à-dire avec des élèves qui sont à distance et des élèves qui sont présents physiquement, sans qu'il y ait d'élèves de deuxième classe. Voilà, nous, notre objectif, c'est qu'il n'y a que des élèves de première classe, que donc les participants qui soient dans la salle ou qui soient à distance aient finalement le même confort. Quand on parle du même confort, c'est que ils aient le même niveau d'attention sans perturbation. Pas de niveau de bruit différent, même qualité de visionner le professeur, même capacité à intervenir, à poser des questions. De plus en plus, on le voit, on essaye d'avoir des enseignements qui ne sont pas du professeur simplement vers les élèves, mais des travaux de groupe, et que ce travail de groupe puisse continuer à vivre, même avec des enfants qui sont à distance ou des élèves qui sont à distance. Mais d'ailleurs, je me permets de rebondir sur ce que tu dis là, parce que c'est même un changement de méthode qui a été mis en place. Moi, je suis assez étonné, par exemple, de ce que peuvent faire des acteurs comme à Lyon, où en fait l'objectif, c'est plus que l'élève vienne à l'école, mais c'est que l'école vienne à lui. Donc dans la logique, c'est quand même complètement inversé, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un axe où on se dit que l'enseignant attend que l'élève vienne à lui, comme quand on était écolier, jeune, on se rendait à l'école, et c'est d'inverser. Et je me permets là-dessus, du coup, peut-être un petit peu de challenger, mais de demander un petit peu qu'est-ce qui est à mettre en place, qu'est-ce que fait Cisco. Notamment, moi, je suis impressionné par les grands messages que je dirais un petit peu marketing, sur lequel on dit dernièrement, on a notre grand patron nous a dit je veux faire en sorte que l'apprentissage hybride est une expérience 10 fois plus intéressante que si on était en 100% en présentiel. Et finalement, voilà, c'est quoi
C'est un grand message. Ça montre voilà, l'investissement fort qu'on souhaite faire parce qu'on y croit fortement, hein, clairement, à cet apprentissage hybride. Mais voilà, quels sont un peu est-ce que tu peux nous décrire quelques fonctionnalités, quelques sujets qui rendent cet apprentissage immersif? Parce que c'était notre titre de la session. C'est demain, en tant qu'enseignant, je fais en sorte que tout le monde me suive, reste avec moi, reste connecté, qu'il soit présent ou à distance. Alors c'est un bon point de cet enjeu d'immersivité, donc d'être dans la salle de classe, même si je suis à distance, hein, c'est bien ça l'enjeu. C'est un enjeu sur lequel on va répondre avec les solutions WebEx qui vont permettre, grâce à de l'intelligence artificielle, avoir la meilleure captation de la vidéo. Donc le professeur, il faut qu'il bouge dans sa classe. Hein. On n'est pas sur un professeur qui est derrière un écran statique, monolithique. Le professeur, il doit pouvoir évoluer, il doit pouvoir se balader. Donc il va falloir qu'on puisse capter au mieux justement son visage, qu'on puisse le capter lui, le suivre, sans qu'il y ait un régisseur. Parce qu'on imagine bien que s'il y avait un régisseur, ça coûterait extrêmement cher. Et là, il faut que ce soit automatisé. On va aussi beaucoup travailler sur la captation du son pour pouvoir finalement adapter le son, quelle que soit la distance sur laquelle la personne va parler. Puisque dans une salle de classe, on va avoir des gens qui vont être proches des équipements, des écrans, des systèmes de visioconférence, et puis d'autres qui vont être loin. Donc on va pouvoir travailler justement sans régisseur sur le gain pour que les gens à distance n'aient pas à forcer le son pour certains participants et au contraire à le baisser pour d'autres, ce qui est extrêmement dérangeant et qui ne me permet pas d'avoir cette impression d'immersion. Ça va être... après, on peut aller beaucoup plus loin, hein, puisque aujourd'hui, on a la capacité de mettre du sous-titrage sur les personnes qui parlent. Donc permettre finalement à des gens qui seraient déficients sur un plan auditif d'avoir directement le transcript de ce qui est dit et de pouvoir le lire de manière automatique. Et donc ça peut être aussi un vecteur d'inclusion, d'immersion pour certaines personnes. On intègre de plus en plus de traduction. Et on le sait, on a un certain nombre aujourd'hui d'élèves qui n'ont pas le français de manière en première langue. Et donc, ils peuvent être aussi embêtés. Donc, on le voit, ça va être aussi un moyen pour eux d'être plus présents, de pouvoir mieux participer. Donc, on a ces solutions-là qui sont en place. Et puis, dernier point pour avoir cette notion d'immersivité, c'est aussi de gérer tous les bruits parasitaires pour les gens qui sont à distance. Les bruits parasitaires, hein, quand vous êtes dans une salle, hein, c'est le crayon qui tape à côté de la table, là où il y a les micros. C'est le bip quelle couleur qu'on connaît tous, le bip quelle couleur, où dès que tu es stressé un petit peu, tu fais clic-clic. Non, mais ça, c'est parce que tu es très nerveux. Tu vois, moi, je suis très calme. Je ne m'amuse jamais avec ce bip 4 couleurs. D'ailleurs, je n'ai pas de bip 4 couleurs. Mais c'est aussi les bruits parasitaires pour les gens qui sont à distance. S'ils doivent se mettre en permanence, comme on dit en mute en anglais, couper mon micro ou pas, pour eux, ça nécessite un effort supplémentaire. Et nous, on est convaincus que si on veut que ça se passe bien, il faut qu'il n'y ait aucun effort supplémentaire pour l'ensemble des participants. Donc on va couper tous les bruits de fond, le chien, la voiture, on va se concentrer que sur la voix, même la musique de fond va être coupée pour que finalement les gens qui sont dans la salle de réunion, ou même d'autres qui sont dans la salle de réunion, dans la classe, ou même d'autres qui sont à distance, vont avoir un confort qui va être parfait et qui vont pouvoir être vraiment pleinement impliqués dans la classe, écouter, partager, donner leur point de vue pour pouvoir avancer. Donc ça, c'était sur cette notion d'apprentissage hybride, mais ce qu'on voit bien, et tu le soulignais, Paul-Louis, c'est qu'il faut aussi accompagner les enseignants pour qu'ils utilisent ces nouvelles technologies. Il faut les accompagner pour les reformer, pour qu'ils puissent changer leur façon de mener cet apprentissage, puisqu'il va être différent, parce qu'il va être beaucoup plus participatif. Parce que il faut aussi, faut pas l'oublier, quand on a des gens à distance, il faut aussi leur poser des questions, les faire interagir, ne pas les oublier
C'est simple, on a des gens sous les yeux et puis il y en a qui sont un peu plus loin. Donc il faut aussi repenser notre façon d'enseigner. Et donc il faut pouvoir accompagner le corps enseignant tout au long de sa carrière pour l'adapter par rapport à ces nouveaux enjeux. Ces enjeux de nouveaux outils, ces enjeux de nouvelles façons d'enseigner. Et donc là, on est convaincu que pareil, ces outils-là peuvent servir pour former le corps enseignant. Leur permettre d'avoir peut-être plus de groupes de partage, de savoir, alors vous avez essayé, comment ça s'est passé, dites-nous quel est votre retour. Voilà, on sait que côté enseignant, il y a beaucoup de partage qui est du partage de manière asynchrone, mais peut-être qu'on peut augmenter le nombre des sessions pour que justement il y ait une adaptation beaucoup plus rapide et une prise en main des outils qui soit beaucoup plus simple. Alors, les conditions de travail, on en parle ? Est-ce que tes conditions de travail sont bonnes, toi ? Je te retourne la question, mais je viendrai te voir si jamais elle ne l'était pas. Mais en effet, c'est un vrai sujet aussi que tu as évoqué en premier lieu, et je te laisserai prendre la main, mais sur les outils de travail, on vient de l'évoquer juste avant, par rapport à cette immersion, par rapport à ce travail. On se rend compte aussi, puisqu'on a discuté jusqu'à maintenant beaucoup des étudiants, beaucoup des enseignants, mais on sait bien que le monde éducatif, c'est aussi autour des enseignants et des jeunes, beaucoup d'acteurs autour des DRAN, autour des académies qui sont, je dirais, plus dans un travail administratif. Et justement, là, c'est intéressant de voir pour eux qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour pouvoir leur améliorer leur quotidien, leur travail. On voit que l'État a imposé 2 jours de télétravail par semaine. Voilà, il y a tous ces gens, tout ce nouveau mode de travail qui vient, qui a été accéléré par malheureusement cette crise du Covid. Et du coup, voilà, quels sont les outils ? Qu'est-ce que tu peux nous partager sur ce qu'on peut faire pour mieux collaborer, continuer à collaborer comme si on était voisins de bureau, ou en tout cas dans le même bureau ou au même palier ? Alors, il est évident que on a tous constaté avec la pandémie que travailler à distance était possible. Maintenant, l'enjeu, il est d'accélérer l'adoption d'un certain nombre d'outils, des outils qu'on retrouve, nous, tous les jours dans notre vie de tous les jours, qui sont notamment ce qu'on appelle le chat, le messaging intelligent, dans le sens où on avait le SMS qui était extrêmement pauvre, et puis on a du WhatsApp, on a d'autres outils qui vont permettre de faire du chat qui va permettre de partager des documents, qui va permettre d'interroger des gens, de partager, de créer des groupes de travail sur lesquels on va partager des idées, se challenger, pouvoir avancer sur. Donc quand on parle des outils de communication, pour nous, c'est évidemment toute la partie téléphonie, toute la partie réunion à distance, mais aussi des outils de chat. Et puis, dans cette partie réunion à distance, qui va être l'un des outils, l'un des vecteurs principaux de cette partie télétravail, ça va être la possibilité d'avoir des échanges beaucoup plus interactifs, pouvoir avoir du partage d'émotions, faites des petits coucous, des vignettes qui apparaissent, de pouvoir faire des questionnaires à distance. Je ne trouve plus le terme en français du pooling, mais c'est pas le bon terme, des sondages à distance. Pardon. Des sondages à distance pour que vous puissiez prendre tout de suite la température, avoir le point de vue des collaborateurs. Mais dans le télétravail, il y a aussi toute cette notion de sécurisation des accès. Et donc, ça, on en a déjà parlé. Pour nous, le télétravail, ce n'est pas simplement une solution comme Webex, c'est aussi tous les outils qui vont permettre de sécuriser les gens qui vont travailler de manière fluide, de manière simple, pour garantir une utilisation simple de ces outils-là. Et tu partageais quelque chose qui était super intéressant sur les outils de communication, c'est ce qu'on retrouve aussi. Moi, je refais un parallèle avec le sujet qu'on fait avec les enseignants face à leurs élèves, mais c'est de toujours avoir une volonté de faire en sorte qu'on soit en présentiel ou en distanciel, si je peux me permettre le terme, c'est de garder les gens
dans ce que l'on fait, impliqué. Et ça, je pense, c'est un point super important, ce que tu disais par rapport à ces sondages, par rapport à ces actions. Par rapport aussi, moi j'aime beaucoup l'action où tu peux lever la main de manière virtuelle, demander la prise de parole dans des événements hybrides où on est potentiellement une quinzaine en présentiel et puis 100 en distanciel ou même beaucoup plus. Je pense que l'outil en fait, de communication, ce qu'il ne faut pas casser, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut laisser, c'est les réunions qu'on a ensemble, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Elle laisse la prise de parole de chacun, la prise d'initiative et surtout elle laisse les gens concernés pour éviter de se retrouver derrière avec des gens qui ne se sentent plus concernés par ce qu'ils font, qui ont l'impression de vivre 100% dans le virtuel. Et je pense que c'est ça aussi voilà, l'enjeu que tu as voulu évoquer dans cette manière d'outil de communication, c'est garder les gens ancrés dans leur travail. J'aime le terme de concerner, d'impliquer, parce que c'est un des grands enjeux du télétravail. C'est finalement que les gens continuent à se donner avec joie dans ce qu'ils font. Et on le sait, l'un des freins du télétravail, c'est le lien social, c'est le fait d'être seul. Beaucoup de gens aiment aller sur le lieu de travail justement pour le social. Donc il faut pouvoir recréer ce lien de manière indirecte pour que les gens soient impliqués, concernés et puissent continuer à apporter au maximum. Un dernier point qui était mais comment nous on accompagne cette transformation côté Cisco, notamment sur la partie enseignement. Bah, écoute, moi c'est un sujet, si tu veux que je prenne le point et puis je te laisserai compléter mon partage là-dessus. Je pense que c'est un point que, vous l'avez compris, on est un acteur qui apporte aujourd'hui un certain nombre de solutions, tu l'as évoqué, des solutions en tant qu'éditeur, en tant que constructeur pour permettre d'avoir l'accès à Internet, avoir la capacité de sécuriser la donnée, sécuriser les utilisateurs. Mais ce que je trouve qui est super intéressant et qui se prête vraiment bien dans le monde de l'éducation, c'est que depuis le départ, Cisco a eu une volonté, et je me permets vraiment de le dire, de mettre en place un programme, qui n'est pas que français d'ailleurs, qui est un programme aussi international, de permettre de rendre accessible finalement les enjeux du numérique à tous. Et quand je dis les enjeux, c'est de pouvoir communiquer, donner des cours, donner de l'apprentissage qui puissent permettre aux gens de comprendre c'est quoi l'enjeu du numérique, comment je comprends demain ce que c'est qu'un réseau, qui peut être pour certains un grand mot, c'est quoi le cloud. Le cloud, c'est pas un petit nuage qui est au-dessus de nos têtes et qui garde nos données. La réalité, c'est quelque chose un peu plus profond que ça. Et je trouve que c'est intéressant de finir par ce sujet qui est donc l'Académie Cisco, la Network Academy, et voir l'impact qu'on a. Et l'objectif donc de ce programme, de cette plateforme, qui est d'ailleurs, si tu me diras si je me trompe, mais accessible à tous et gratuite, c'est d'apporter des programmes, des clés pour comprendre à tout niveau, donc aussi bien pour quelqu'un qui découvre le monde de l'informatique, mais quelqu'un qui derrière aussi a envie d'en faire son métier, donc du coup d'avoir une formation très dédiée, de pouvoir se former et de pouvoir apprendre et découvrir ou alors approfondir ses connaissances sur ces environnements, enfin sur cette thématique qui est l'informatique, qui est le numérique, qui est un grand sujet. On le sait aujourd'hui, en France, on manque de gens formés autour du numérique. Et la première étape, c'est travailler sur l'acculturation, s'assurer que les gens comprennent déjà c'est quoi cette transformation digitale qu'on est en train de vivre. Et côté Cisco, on le sait, notre rôle n'est pas de former les gens. Par contre, on a un savoir-faire, une compréhension des enjeux de la transformation numérique que l'on peut partager. Et donc tout l'enjeu de ce programme, de ce Networking Academy, c'est de mettre la plateforme qui va permettre à nos partenaires de former les gens avec du contenu et qui est du contenu agnostique. Dans le sens, ce n'est pas du contenu qui est que sur les solutions Cisco. C'est vraiment du contenu qui va permettre aux gens de comprendre l'enjeu de la transformation numérique au niveau informatique, au niveau cloud, au niveau réseau, au niveau cybersécurité. Et avec un programme de formation qui est suffisamment large pour que ça aille jusqu'à des formations certifiantes qui vont permettre à des gens de trouver des métiers demain. On a, je ne sais pas si tu es au courant, mais on a un très bel exemple
chez Cisco France, hein, puisque on avait une des personnes qui travaillait au courrier, qui était finalement rapidement passionnée par ce qu'elle entendait chez Cisco et qui a dit, ben voilà, moi je veux me former, j'ai juste le bac. Et je veux me former, et comment vous nous accompagnez? Donc elle s'est inscrite dans ce parcours-là, Cisco Network Academy, et elle a passé tous les tests. Avec persévérance, elle a travaillé, parce que, je peux vous le dire, il faut de la persévérance, jusqu'au niveau de certification qui lui a permis d'avoir un travail beaucoup plus qualifié et d'être embauché par un de nos partenaires. Donc nous, moi je l'ai vécu personnellement, puisque... on l'a accompagné sur ses certifications, on l'a orienté, on lui a expliqué quels étaient les partenaires. Et on voit que c'est un vrai vecteur justement d'inclusion qui va permettre finalement aux gens de se développer et d'apprendre. Et c'est un programme sur lequel on mise beaucoup d'argent. On le voit, on a depuis la création de ce programme-là investi déjà presque 90 millions de dollars. Et c'est un programme qui nous paraît très important dans le développement du numérique en France. Ça faisait partie des accords que nous avons mis avec le gouvernement pour aider l'accélération digitale en France et permettre à des gens d'être diplômés et de trouver des emplois. Ouais, et pour continuer un petit peu, puisque chacun a son expérience aussi là-dessus, et moi, je l'ai notamment avec l'AFPA, qui est un acteur aussi que je suis pas mal, avec qui on travaille beaucoup. Et en effet, c'est ça aussi l'enjeu. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce sujet de dire que 99% des étudiants, enfin des personnes en tout cas, qui ont suivi un cursus issu de l'académie, de la Net Academy Cisco, ont eu une opportunité derrière d'avoir un emploi. Et moi, j'aime bien aussi partager cette expérience que j'ai avec l'AFPA, où c'est des jeunes qui sont en difficulté, il faut l'avouer, et qui, par le programme qu'on leur met à disposition, par l'accompagnement qu'on leur donne, arrivent derrière à avoir une vraie expertise dans, en plus, un secteur, je pense, qui est un secteur porteur, qui peut leur ouvrir des portes, qui peut leur donner un accès. Aujourd'hui, on est là pour parler du digital et de la transformation numérique. C'est un sujet qui prend tous les secteurs d'activité. On est là pour discuter aujourd'hui d'éducation, mais on fait aussi des actions autour de la santé, autour des acteurs publics, autour des acteurs privés. Et je pense en effet que ça a un super impact qui est réel et qui aide aujourd'hui tout type, on va dire, de personnes, comme tu l'as pu évoquer, à trouver demain un emploi, parce que c'est quand même ça l'enjeu. En plus, dans un environnement qui est de plus en plus compétitif, dans lequel on cherche des gens de plus en plus capés, de plus en plus pertinents et performants dans leur travail. Je pense que c'est une super académie et qui ouvre beaucoup de portes. Oui, merci. Un petit mot pour conclure, parce que je vois qu'on arrive à la fin de la séance. Donc ce qu'on voulait vous partager, c'était nous, notre vision des enjeux sur le monde de l'enseignement et de l'éducation. On a voulu utiliser un vocabulaire simple, on n'a pas voulu montrer trop de plans technologiques, mais on pense vraiment qu'on a les moyens pour accélérer, grâce à l'outil numérique, finalement mettre en place une éducation beaucoup plus inclusive, immersive et ouverte pour pouvoir développer demain les talents qui nous permettront d'avoir une France encore plus puissante. Exactement. Merci beaucoup à toi, Bruno, et merci à l'équipe aussi, Educatech, qui nous a permis de venir échanger aujourd'hui sur ces enjeux. On reste toujours disponible. Il nous reste, clairement, notre temps de parole arrive à sa fin, mais on est toujours là, on est toujours présent. On a un stand en A12, si je ne dis pas de bêtises, donc n'hésitez pas, sur lesquels on a aussi des experts qui là viendront peut-être vous taquiner un petit peu plus techniquement qu'on ne l'a fait. Donc n'hésitez pas, et on sera ravis de continuer à accompagner ce secteur à se développer et à aller vers le numérique. Et merci à toi en tout cas, Bruno, d'être prêté au jeu de venir échanger avec nous. Merci pour l'organisation. Merci à tous. Très bonne journée.